Retour de la pause pour la deuxième partie du plateau de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Georges Eo et Akleso Esso. Nous étions en train d'analyser donc la manifestation des populations au niveau du Burkina Faso pour saluer la décision de ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Georges Eo, est-ce que ça signifie donc que pour les populations, la CEDEAO a véritablement échoué? Bon, je ne saurais pas le dire véritablement échoué parce que c'est trop fort selon moi. La CEDEAO a échoué sur un certain nombre de choses, comme je l'ai dit, mais pas tout quand même. En fait, la CEDEAO, il faut le comprendre. C'est dit que la CEDEAO, c'est de lutter contre coup d'État. En fait, c'est tout simplement l'idée de la CEDEAO. Mais la manière de lutter contre ces coups d'État-là, c'est de décourager, quand il y a un coup d'État quelque part, c'est de faire tout pour décourager et prévenir d'autres coups d'État. Mais comment il s'est pris, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Il faut que nos populations puissent comprendre que c'est un peu le cas. Sinon, la CEDEAO va entériner ou va approuver les coups d'État. Imaginez que les soldats s'organisent avec nos armes que nous leur avons achetées. Ils vont dans les bureaux des chefs d'État et puis ils disent mais levez-vous, vous n'êtes plus président aujourd'hui. Alors que c'est des gens qu'on a élus avec tout ce qu'on sait concernant les élections, les charges que ça supporte et tout. Donc aujourd'hui, la population est soulagée parce que la CEDEAO a infligé un certain nombre de sanctions à leur pays. Et pour cette population, le fait de sortir de la CEDEAO veut dire se soulager. Veut dire que nous n'allons plus subir les sanctions, veut dire tout simplement que nos avoirs ne seront plus bloqués, veut dire tout simplement que nous n'aurons plus quand même à discuter, à faire de CEDEAO, à faire de chronogramme et tout. Mais à qui ça profite aussi, il faut le voir. Parce que, est-ce que les dirigeants, les gens, la transition, c'est là où, pour certains, il faut le référendum. Mais la question que certains se posent, c'est que est-ce qu'il y avait référendum lorsqu'ils devaient adhérer? Oui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un coup d'État. Et c'est ce coup d'État qu'on suivait. Si quand même, c'est qu'il n'y avait pas de coup d'État et que la situation était normale, ou qu'ils ont suivi un certain nombre, le chronogramme, en organisant des élections et à un moment donné, ils veulent se retirer, le problème ne se poserait autrement. Donc aujourd'hui, dire que la population est contente parce que la CEDEAO, non. D'accord. En même temps, est-ce qu'on peut aussi dire que la CEDEAO elle-même a compris le message et qu'il est important que des réformes structurelles soient opérées en son sein? La CEDEAO a compris cette question depuis longtemps. Comme je le dis, c'est les moyens d'y parvenir qui créent problème. Vous voyez, et nos chefs d'État sont comme un groupe d'amis qui sont là pour se soutenir. En réalité, ils n'ont pas fait mieux que ce que les poutistes là peuvent faire maintenant. C'est ça même qui à un moment a frustré la population parce que les décisions les plus simples, ils compliquent et puis c'est eux-mêmes. La CEDEAO aurait dû condamner certaines personnes ou certains présidents, mais on a dû aller de façon docile jusqu'à ce que ça ait lieu, et c'est ça même qui a émietté les décisions de la CEDEAO. Sinon, moi je me dis que même à mon fond intérieur, je pense que ça crée là un flou. Si les gens nous disent que c'est la France qui est derrière, qui veut assujettir maintenant, si l'escamotage, la décision de la CEDEAO était ce que la France voulait, c'est pas ça qu'elle a obtenu finalement. Ils disent que la France est la même. Si ce que la France voulait, c'est que la CEDEAO n'existe pas pour avoir la main libre et négocier. Un seul pays ou une seule puissance qui vient négocier ne pèse pas. Donc, est-ce que si c'est ça la France voulait, la France a obtenu ce que c'est. Pourquoi je disais aux gens qu'il faut savoir raison garder pour ne pas tirer chaque fois sur la CEDEAO. Il y a des choses qu'on doit reprocher à la CEDEAO, mais à un moment donné, il y a un vieux député du Togo qui m'a dit
pourquoi je voudrais que les députés, certains députés qui ont vendu leur âme au diable, votent des lois qui arrangent la population? Ils ne peuvent pas. Ça dépend de contrats que les gens ont eu pour arriver là-bas. Donc, ils ne se ressentent plus rien pour la population. C'est ça le souci. Quand j'ose parler de CEDEAO, des chefs d'État, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que leur intérêt qui cherche. Ça dépend des contrats qu'ils ont eu. Je dois être pendant longtemps là-bas. Même ce qu'on nous a introduit, je déplore le propos d'Alain Foka où il dit qu'il a compris finalement que ce n'est plus trop mandat limité qu'on a besoin, on peut faire plus de mandats et régler le problème. Ça veut dire qu'il est en train d'étaler la dynastie ou le pouvoir à vie dans ce cas, il fait des propos. Donc c'est pourquoi je dis que outre ce que la CEDEAO et outre ce qu'il a pu sentir, je pense que sans le regret de ce qui ne s'est pas bien passé, la CEDEAO n'allait pas faire cette déclaration qu'on veut faire des discussions négociées ou de solutions négociées. C'est parce que la CEDEAO sait qu'il y a eu des ratés, il y a des choses qui n'ont pas marché, qu'elle pense qu'elle ne peut pas aller encore manu militari pour aller. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir le courage, je parle des chefs d'État, de poser le problème sur la table? Non, déjà la CEDEAO est en train de poser le problème sur la table. Ça dit que la CEDEAO a déjà commencé. Ce que Georges parlait la dernière fois, les émissaires disaient que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Et vous allez voir qu'on ne voit que Non, ça aussi, ça peut être... Non, oui, Samuel. C'est pas les émissaires, on ne va pas les tirer sur eux à Niamey. Je pense qu'il y a eu, quand les choses ont commencé, il y a un pays de Poutis, on a même lancé le caillou sur les émissaires de la CEDEAO, 2021-2022, là. Ça a eu on a dit qu'on ne veut plus de... C'est pas chercher du brouillard, on a voulu même taper les émissaires de la CEDEAO. On a laissé les manifestants délibérants pour faire. C'est pour dire que moi je me dis que le simple fait même que on scande le nom de Fort chaque fois que le Togo, ça aussi peut frustrer les autres États. On est dans une communauté, le Togo n'a pas seul la dérogation d'aller, c'est au nom, même quand on le fait en coulisses, c'est parce que dans la communauté, on a trouvé, toi tu peux aller discuter, mais va, mais tout ce que vous dites, nous remercions le président Fort, c'est comme si Fort est leur interlocuteur préféré et que Fort allait contre les institutions de la CEDEAO. C'est pas ça. Donc il y a ça aussi qui peut faire que non, on dit c'est une institution qui nous envoie. Si on ne peut pas recevoir tout le monde au même titre, alors ça ne vaut plus la peine. Donc moi je pense que c'est cela. Pour répondre à ta question, c'est que la CEDEAO a déjà posé les bases, une négociation. Et ça doit se faire ainsi. Et comme Georges l'a dit, il a confiance à Traoré. Moi, je serais d'accord et je serais heureux que Traoré revienne sur cette décision pour voir la population d'abord, moi après, et là, ils vont aller discuter pour que les choses puissent aller. Sinon, le simple fait de prolonger, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera mal à l'aise quelque part. D'accord. Est-ce que, même question, vous pensez que les chefs d'État auront le courage de poser la question sur la table et de trouver un remède à ce cancer? Oui, évidemment. En fait, les prochaines rencontres des présidents de la CEDEAO, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, vont forcément pencher sur cet aspect et voir dans quelle mesure ça ne se reproduit plus. Parce que aujourd'hui, on n'est pas content parce que les trois États sont partis. Malgré que, notez-le bien, qu'on le dise qu'ils exploitent nos ports et tout, c'est pas un argument assez solide pour dire que il faut les laisser quoi. Non. En fait, l'argument, c'est que nous avons tous besoin de cette solidarité-là, parce que quand on est unis, on est vraiment très fort pour discuter avec les autres. Notre espace communautaire, quand même, constitue un avantage pour nous, hein, pour ce qui concerne surtout l'aspect économique. Mais les chefs d'État, à un moment donné, doivent savoir que peut-être il y a une évolution par rapport à la diplomatie, parce qu'aujourd'hui on peut le qualifier de crise diplomatique, et comme il y a une évolution, je pense qu'il faut vraiment quand même faire évoluer les tests de la CEDEAO, même peut-être à un moment donné créer soit autre chose, l'appeler d'une autre manière, mais c'est comme du CFA à l'écho.
C'est un nom qui change sans que structurellement rien ne change. Oui. Mais quand même que ça évolue. Parce qu'il faut pas que ça soit toujours le même schéma et qui cause encore d'ennui à d'autres personnes. Parce que avec ce qui se passe aujourd'hui, on donne un écho, on donne même peut-être signal à certains États aussi qui veulent peut-être partir de la CEDEAO et faire comme ils veulent. Alors qu'en réalité, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Et aujourd'hui, chaque État dans le monde entier veut rester dans une alliance. Vous voyez, aujourd'hui, même que ce soit la Chine, la Russie et tout, ils ont créé les BRICS. Et pour rester dans une alliance, pour pouvoir négocier. Donc là, on a l'alliance des États du Sahel. Oui, mais l'alliance des États du Sahel, c'est bien, mais avec 3 États. Et vous savez, on ne veut pas le cacher ici. BRICS aussi, le Niger a été soutenu pendant des années par le programme PAM, Programme alimentaire mondial. Vous voyez, c'est pas ça. Le Burkina, oui, ça vient. Le Mali, oui, mais c'est pas encore ça. Pas encore ça. Il y a encore du travail à faire. Il faut vraiment que les chefs d'État puissent véritablement faire l'état des lieux. Poser le problème avec beaucoup de courage, d'accord. On passe au sujet suivant. Nous sommes toujours du côté du Burkina Faso, dans un tout autre registre à présent. Le président de la transition du Burkina Faso a assuré mercredi qu'aucun Russe n'était sur le terrain pour combattre les djihadistes dans son pays, en excluant pas qu'il puisse le faire à l'avenir. Il a tenu exactement ces propos. Il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. Pour l'instant, on se bat seul. Il nous appuie en termes de formation sur le volet de la logistique, de la formation tactique. S'il y a besoin, ils viendront sur le terrain pour combattre. Et on sait que la question se pose aujourd'hui parce que tout le monde parle de Wagner et du coup, dès que les Russes interviennent dans un pays, les Occidentaux pensent tout de suite à Wagner. Justement, Ibrahim Traoré avait besoin de faire cette précision, mais moi j'ai envie de demander si les Russes combattaient, ça regarde qui? Moi, je suis un peu perplexe sur cette question parce que on ne peut pas se dire qu'on veut l'indépendance de l'Afrique qu'on soit là et au même moment c'est comme si changer de maître. Donc c'est ça j'ose dire quelque chose. Il faudrait que, en matière de notre autonomie, de notre suprématie, que les choses se fassent dans la sous-région. Donc, quand un autre pays intervient pour ta sécurité, arrêter ça, vous dire que toi, mais tu ne tiens pas. Ouais, c'est comme si aujourd'hui le Togo dit que au nom du Togo il n'y a que peut-être les Américains qui défendent. C'est que nous-mêmes on est quoi? C'est peut-être vous qui combattez, les autres vous viennent vous soutenir, mais c'est en logique simplement. Maintenant, pour répondre au titre de même, moi je pense que Ibrahim Traoré, on est au XXIe siècle où les batailles ou les guerres c'est plus logistique que comment dire, humainement sur le terrain. Et c'est ce qu'il dit, qu'ils reçoivent des appuis logistiques, la formation des Russes. Il parle même il parle de la Turquie, il parle de la Chine, qui envoie des formateurs pour appuyer les troupes sur le terrain. Il y a les troupes de Wagner au Burkina, actuellement au Niger et au Mali. Officiellement, ils ne sont pas là. Il y a les instructeurs russes qui sont venus, les drones que les Burkinabés ont utilisés, ce sont des Russes qui sont sur le terrain, qui leur montrent comment ça marche. Ce n'est pas. Donc, une fois que les gens sont sur le terrain, je dis, la guerre est plus stratégique et aussi que militairement sur le terrain. Donc, une fois que ce sont les Russes qui aident à guider ces drones pour aller bombarder les terroristes qu'on soit là, c'est que les Russes sont aux côtés. C'est quoi je dis, même financièrement, ils sont à leur côté. Mais ils parlent du front là. Oui, c'est ce que je dis. Une fois que la guerre peut se gagner logistiquement et matériellement, on n'a pas arrêté là où le Burkina est actuellement. Si la Russie décide vraiment d'aider comme il veut, les Américains ne vont plus forcément sur le terrain. Ils envoient un hélicoptère à passer, venir et tout est parti. Donc si
la guerre du 21e siècle, on n'a pas besoin d'avoir une troupe sur le terrain forcément, mais même 5 ou 10 drones peuvent cadrer, venir faire la guerre partie. Donc vous n'avez pas les militaires, mais la guerre a quand même été faite. Donc c'est pourquoi on dit que logistiquement, matériellement, les Russes sont de leur côté, même si officiellement on ne voit pas les Russes comme ça, on les a assistés. C'est une sorte de suprématie pour dire que nous-mêmes allons tout le temps. Assimi Goïta ne l'a pas caché, il l'a évoqué, qu'ils sont allés au Kidal avec les gens de Wagner à leur côté. Et moi je pense que c'est cette fierté des hommes intègres qui fait que Ibrahim Traoré veut clarifier les choses, que en réalité pour le moment ils n'ont pas les Russes sur le terrain, que ce soit le VDP et les militaires de Burkina. Là, Ibrahim Traoré est en train de répondre, on le sait, à beaucoup de supputations. Ça date d'il y a quelques mois déjà, où à un moment donné même on affirmait que Wagner était déjà à Burkina Faso. Pour moi, je ne vois pas qu'il doit y avoir débat par rapport à ça, parce que qui a Russe sur le terrain, qui n'a pas Russe sur le terrain, je pense l'essentiel c'est quoi? C'est de lutter contre le terrorisme. Le terrorisme c'est pas le frère de quelqu'un. C'est des gens sans loi ni foi. Ce ne sont pas des gens, c'est pas la rébellion pour dire que bon, c'est des gens qui cherchent à gouverner ou bien à renverser pour gouverner. Donc c'est quand même pas un débat. Moi je ne vois pas pourquoi les chefs d'État. D'ailleurs bon, je pense que ils médiatisent cela pour donner plus de légitimité à eux-mêmes, parce que en Afghanistan ou en Syrie, tout ça là, il y a plusieurs nationalités qui combattent sur le terrain. À aucun moment on ne dit pas que c'est pas bien. Entre-temps, au niveau de l'Ukraine, on a parlé de plusieurs nationalités qui combattent au front, que ce soit en Russie. Je ne pense pas, hein, je ne pense pas que c'est un débat. Bon, quand il y a les Russes pour combattre les terroristes, où est le problème? Mais vous savez, la réaction des Occidentaux aujourd'hui, lorsqu'ils entendent russe quelque part, vous savez qu'ils deviennent, enfin, les cheveux s'hérissent sur la tête. C'est pas, est-ce que le Burkina est en train de combattre le terrorisme pour plaire aux Occidentaux? Non. Il s'est dit que, en fait, c'est un mal où, véritablement, dans nos sous-régions, on ne sait pas. Imaginez, pour convoyer des produits au Mali ou au Burkina, vous devez réfléchir par 2 fois. Et ça, là, c'est des choses sur lesquelles, quand même, on va parler du Togo avec les élections. Et pourquoi certains pensent que les élections doivent être, reportées ou quoi? Mais s'il y a les arguments, ils invoquent toujours l'argument sécuritaire. Donc aujourd'hui, je ne pense pas, si c'est américain ou bien Israël qu'on va utiliser pour anéantir tout ce qui est terrorisme sur notre continent là, moi je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc il ne faut pas que ces chefs d'État, c'est pourquoi je dis, c'est pour légitimer aussi les chefs d'État d'alors qui étaient, que ce soit Bazoum, tout ça là, quand ils avaient même des Français, tout ça là, pour les aider à combattre le terrorisme, ils ne communiquaient pas sur ça. Tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils tirent leur légitimité à travers les élections. Donc eux, parce que c'est sur l'aspect terrorisme qui se sont fondés pour renverser, et quand même, surtout le Burkina, c'est sur l'aspect terrorisme qui se sont fondés pour renverser le pouvoir d'Amiba. Donc aujourd'hui, tout ce qui touche au terrorisme, ils interviennent pour expliquer au mieux. C'est pour cela qu'il va même jusqu'à prendre des gens pour aller au front, ceux qui sont contre sa stratégie de lutte contre le terrorisme. En même temps, dans ces États, je ne pense pas qu'au Burkina Faso, je pense aussi au Mali, au Niger, une diversification du partenariat militaire s'impose. Normalement, on le dit, mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que ces pays ont des amis spécifiques. Bon, et en plus, c'est que les Russes, quand on parle les Chinois n'interviennent pas au Burkina comme ça, ni au Mali, comme ça, on sait tout ce qu'ils font. Et pour aussi répondre à la question des gens, en réalité, les Européens ont fini avec l'histoire que les Russes interviennent quoi, ça leur fait quoi. Je pense qu'ils ont déjà fini avec ces genres de questions. Et la diversification, ça devrait même se faire interne. J'aurais préféré que on dit que le Burkina et qu'on soit négocié qu'il y a les militaires sur
Sud-Africains, qui surveillent les militaires marocains, qui surveillent les américains, c'est comme ça, mais... Souvent quand l'Union africaine également ne se bouge pas beaucoup sur ces questions-là. Oui, c'est ça, je l'avais déjà dit là. Arrêtez, pour avoir une force, il faut de l'argent, on n'en a pas. Logiquement, on ne fabrique pas, il faut des tanks, il faut des avions, on n'en a pas, on va tout le temps, mais c'est que l'Afrique ne sait pas industrialiser. Le vrai problème, c'est ça. Même quand les gens parlent de monnaie là, tout bon économiste va vous dire que ce n'est pas le changement de monnaie qui est le problème. Quand vous ne produisez pas, vous pouvez avoir une nouvelle monnaie, ça va s'écrouler, ça va rien donner. Parce que il faut, c'est quand vous produisez que vous pouvez imposer les gestions à l'autre. En me payant, paye-moi dans ma devise. Mais étant donné que 90% des pays africains ne sont pas des pays industrialisés, et on est en train de flotter entre les permis, les PME, mais en réalité, rien du tout ne se fait. Ouais, dans toute l'Afrique, à part l'Afrique du Sud qui peut faire le montage et comme ça, on ne fabrique pas réellement les voitures, on ne le fait pas. Les motos, il n'y a rien. Donc, il faudra commander donc on ne produit rien. Donc, moi, je pense que c'est là le problème, le vrai problème, parce que on est un champ où tout le monde vient puiser. Mais quand on n'a pas entamé l'industrialisation, il faut laisser tout ce que les gens vont dire, parce que les puissants étrangers viendront toujours, que ce soit la Russie, la Chine, ils viendront, c'est pour puiser, ils viendront même pas parce qu'on leur plaît, mais ils viendront puiser. C'est pour dire qu'on doit penser le problème autrement. Ce n'est pas à être de l'Occident ou l'amour de quelque chose, mais c'est qu'il faut penser à l'Afrique. Qu'est-ce qu'on veut et où on veut atteindre. C'est ça il faut penser. Mais je pense qu'on est en train de faire que de ce boudrage. Vous allez voir que dans 10 ans, 15 ans, on sera encore dans la même situation parce que rien ne se produit. J'ai déjà évoqué le cas des navires quand il dit que comment se fait que le pays qui a plus d'argent, les Européens, où le navire va là-bas, eux, ils doivent payer moins cher que chez nous parce qu'on ne produit rien. C'est ça le problème. On peut crier, mais une fois que la fille ne s'est pas réellement industrialisée, les motos qui viennent ici sont produits au Japon, en Chine ou en Inde. Maintenant, c'est-à-dire que nous, notre développement, c'est pas de quoi. On va dire d'aller en agriculture, mais dans ces pays, c'est peut-être 5 ou 1% qui fait l'agriculture, mais on a fait des recherches. Il n'y a pas, on envoie bourse même, c'est d'aller sur les cours au Maroc, mais on n'envoie pas les gens pour aller faire des recherches. Rien du tout. Vous allez voir, on ne fait que du tout. On nous a même dit ici qu'on peut prendre le manioc pour faire le pain, mais à cause de problème de blé là, combien de pain de manioc on a fabriqué? Rien du tout. Donc c'est pour dire que c'est comme si on se dit trop suffisant et on ne veut pas. Donc tant que l'Afrique ne s'industrialise pas, il n'y a rien qui va changer, peu importe qui vient à la tête, qu'il soit révolutionnaire ou rien ne va changer. Donc, il faut revoir les choses pour que réellement on puisse évoluer. Il y a le changement, d'accord. On va passer maintenant au dernier sujet. Nous parlons du Togo, où certains partis d'opposition souhaitent le report des prochaines élections. Selon les annonces faites par le gouvernement togolais en fin d'année dernière, les élections législatives et régionales devraient être couplées et se tenir avant la fin du premier trimestre 2024. Nous sommes déjà en février. Jusque-là, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore annoncé officiellement de date. Il n'y a pas eu de convocation du corps électoral, ce qui plonge plusieurs opposants dans le doute, notamment Maître Paul Dodji-Apevon, président des Forces démocratiques pour la République. Pour lui, il est perplexe quant à la date et au déroulement des 2 scrutins prévus donc cette année. Il a exprimé son mécontentement envers le manque de transparence de la part de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Ne nous dit rien, le gouvernement ne nous dit rien, au moins par courtoisie et par respect envers les électeurs. Il estime donc qu'il est possible de reporter les élections de quelques mois. Georges Hérault, j'ai envie de connaître un peu la position du cercle des leaders émergents sur ce genre de questions. Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux pour savoir si les élections pourront se tenir à date? Bon, en fait, nous, on avait appris avec tous les Togolais le discours du chef de l'État et concernant les élections qui auront lieu avant la fin du premier trimestre. Et donc, pour cela, nous travaillons sur le terrain. Et bien avant, il faut aussi le reconnaître, le gouvernement a créé un cadre de concertation pour les acteurs politiques au Togo pour connaître les affaires politiques. Et le cadre aussi avait penché sur un certain nombre de choses, notamment le découpage électoral, qui a été quand même reçu écho favorable au niveau du gouvernement, qui a même
par projet de loi avait statué, envoyé à l'Assemblée nationale, et nous avons vu l'autre fois l'Assemblée qui avait adopté une augmentation de 113 députés. Et donc, comme tout parti, nous attendons quand même d'abord qu'il y a ce découpage même, parce que on a que 113 députés, et maintenant il faut découper ces députés-là selon les circonscriptions électorales. Et il y avait eu des modifications du code électoral, et ces modifications-là, il faut quand même porter ça à la connaissance des acteurs politiques, et après convoquer le corps électoral et ses consorts. Je pense aussi à mon sens que les gens le disent par rapport au délai. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 2 ou bien 3 février, c'est le samedi 3 février. Aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes au 3 février. Et il compte le temps de dépôt des dossiers, le temps de campagne. Et il faut 15 jours pour la campagne. Et véritablement, tout le monde se pose la question, y compris nous, voir est-ce que le calendrier, le timing permet à ce que le gouvernement puisse respecter l'engagement du premier trimestre. Est-ce que c'est une question que vous évoquez au niveau de clé? Oui, en fait, nous ne l'avons pas invoqué formellement comme ça, mais nous sommes posé la question sur la faisabilité. Et vous avez eu quoi comme réponse? Nous nous sommes dit que si le gouvernement arrive avant le 15 février à mettre le paquet avec la CENI, qu'il faut le reconnaître que le délai de la CENI a expiré. Et il faut renouveler la CENI et renouveler certaines institutions en lien avec les élections régionales, notamment la Cour constitutionnelle et certains membres de... La Cour constitutionnelle qui est amputée de beaucoup de ses membres. Son président et tout ça là. Déjà qu'elle était insuffisante avant, et voilà, donc, on a eu le décès du président. Exactement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'était dit, si d'ici le 15, le gouvernement s'est penché véritablement sur cette situation, pourquoi pas, on peut le faire. Parce qu'il va rester quand même 45 jours, je crois. Ça va rester pratiquement 45 jours pour pouvoir organiser les choses. Donc, tout le monde, les états généraux de tous les partis politiques sont mobilisés aujourd'hui sur le terrain. Parce que le problème de report a des incidences peut-être qu'on va parler plus tôt. Donc, quand même, au niveau du secteur des leaders émergents, notre parti, nous n'avons pas à douter, parce que si on le fait avant le 15, ça veut dire que ça peut aller. Vous croyez dans la bonne foi du gouvernement? Bon, c'est la politique, c'est pas croire à la bonne foi, c'est la politique. Oui, mais mathématiquement, oui, c'est ce que je dis. Quand on est dans la logique. Mathématiquement, nous sommes dit, si on peut le faire avant le 15, mathématiquement on peut. D'accord. Quand Maître Apévon dit qu'il n'y a aucune information, il n'a peut-être pas tort de le dire. En tout cas, au niveau du CPC, il y a des discussions qui ont été faites à ce niveau. Est-ce que vous pensez que mathématiquement, c'est possible de tenir les élections avant la fin du premier trimestre? On a parlé du trimestre et c'est mars, 31 mars. Le trimestre est fini, selon ce qu'on m'a appris à l'école. Je suis étonné de voir Georges grandir politiquement. Il ne fait que tenir des discours politiques et il a esquivé tout est répondu, n'a répondu à aucune question. Donc, c'est un homme politique et je te comprends. En réalité, je pense que mathématiquement, les élections ne peuvent pas normalement tenir, parce qu'il faudrait déjà qu'on convoque le corps électoral. Mais quand ils sont allés, il faudrait 2 mois. C'est-à-dire quand on convoque le corps électoral avec le renouvellement de la CENI, tout ça là, il faut au minimum 2 mois. Maintenant, je pense que sur le plan financier, le gouvernement aussi voit qu'il sera trop dépensier d'organiser une élection et que dans 6 mois, on gagne encore l'élection présidentielle. Donc, on peut tout faire pour que toutes ces élections aillent au niveau de l'année prochaine pour qu'on fasse tout. Parce que si on voulait normalement faire les élections, les régionales législatives, ce n'est pas quand
on devait modifier le code avant. Maintenant, on vient de modifier le code. Quand on veut aller aux élections, alors il faut modifier le code avant d'annoncer qu'on veut faire les élections jumelées. Donc, c'est comme si dans la tête du gouvernement, ils savaient déjà qu'ils ne peuvent pas le faire comme ça. Mais l'opposition, certains aussi, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Si peut-être qu'il a de l'argent, coupler ces élections d'abord régionales et consoles là, ça va les épuiser, et aussi quand ils traînent aussi que ça tombe, et parce qu'il faudrait localement pour des cautions tout ça là, et nous savons que ça doit peser sur la poche du président, le vice-président, comme ça, parce qu'il y a des gens qu'il faut cautionner, et à l'heure législative ça va faire la même chose, et le président même va aller au présidentiel. Je pense que tout ça là aussi va peser. Donc il faut trouver la bonne formule pour que ça, la population, si moi, je ne trouve pas qu'il y a une urgence pour les élections régionales, d'abord, parce que c'est les élections légitimes qu'on pouvait faire et ça allait mieux. Il n'y a rien n'urge parce que les maires même sont dans des problèmes. Où les maires sont contre leur adjoint, les maires n'aiment pas leur adjoint. Et il y a ce problème déjà. Vous allez voir que tous les maires trouvent presque leur adjoint comme ennemi, surtout s'ils ne sont pas de même parti, et les maires même refusent d'octroyer le droit qu'il faut à leur adjoint des cabinets comme ça là, les maires confient sur eux. Donc il y a ce problème déjà à régler sur le terrain pour aller voir ces choses. Je pense qu'il faut... Tu as les preuves de ce que tu dis. Parce qu'il ne faut pas évoquer les choses sur lesquelles... Non, j'ai les preuves de ce que je dis, ce que je me tais d'évoquer ces preuves ici. On a vu ici où certains maires ont décidé même de faire... comment dire, certains conseillers ont décidé même de destituer le maire de Bamono. On a plusieurs fois essayé de destituer le maire de Togbekopé, on a essayé de destituer. Donc c'est le problème que moi je pense qu'il faut refaire les choses de la bonne manière, parce que c'était dit que les élections coûtent à peu près 25 milliards au Togo, et je pense que si on n'avait pas traîné pour les régionales, ça n'allait pas combiner aussi avec les législatives, et il est important de faire les élections, mais est-ce que ça arrange qui? Si les élections vont jusqu'à 2025, qui ça arrange qui? Parce que même UNIR aussi n'est pas prêt pour faire ces élections. Mais ce qui est étonnant, quand vous voyez sur les réseaux, UNIR a déjà demandé à ses membres potentiels candidats de donner le dossier de candidature au sein du parti. Je ne sais pas si les autres le font. UNIR peut se lever un seul jour et dire que voilà, on convoque le conseil. Est-ce que les autres partis sont prêts? Justement, si vous voyez sur ma feuille, je l'ai écrit. Et si le pouvoir le faisait sciemment? Non, en fait, c'est pourquoi je dis le débat est lancé. Nous, on prend au mot ce que le chef de l'État a dit, la fin du premier trimestre. Donc, c'est pour cela que nous, on se prépare déjà. Les candidatures, nous aussi, on a les candidatures. On a déjà donné l'affiche, les formulaires aux gens de postuler. Je pense que pratiquement tous les partis l'ont fait. Hein. Ne nous voilons pas les faces. Les partis se préparent au jour le jour. Sur le terrain, on se rend compte. Et ça, c'est normal et c'est ça. Mais ce qui vient de dire 2 mois tout à l'heure, il y a aucun calcul qui dit 2 mois. En fait, le fait de convoquer le corps électoral, c'est rien du tout. Hein. C'est le gouvernement au Conseil des ministres qui le font, qui va le faire. Le découpage par décret, au Conseil des ministres, on décrète que le découpage, circonscription électorale telle à tel nombre, ceci à tel, ceci à tel, ceci à tel. Ça peut se faire même ce soir. Il n'y a pas de problème. La campagne électorale dure 15 jours, je crois. Donc ça veut dire que ça va se lancer vers le 15 mars pour finir avec la fin du mois. Donc vous voyez, s'il se lève tout de suite, tu peux le faire. Le report a beaucoup d'incidences. Hein. A beaucoup de conséquences. C'est une question réglée par la Constitution selon Maître Prévent. Non, c'est pas que c'est une question réglée. Non, moi je ne tombe pas dans la légitimité ou l'illégitimité. Non, c'est pas ça je dis. Aujourd'hui, vous savez, on a fait un recensement électoral depuis avril-mai l'année passée. Et s'il faut reporter pour faire les élections générales, comme certains l'évoquent, vous voyez, on doit reprendre. 18 ans. Ça fait pratiquement 2 ans
qu'on va organiser les élections. Alors que ce fichier électoral a été déjà audité par l'OIF. Donc il faut ramener encore l'OIF pour venir auditer le fichier électoral. Donc la CENI a un délai d'un an. Donc il faut traîner cette CENI-là pour le renouveler après ou comment. Justement, est-ce que tout ce que vous évoquez là, par exemple, donc, si vous prenez la question du renouvellement de la CENI, elle se pose aujourd'hui, il faut la renouveler, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Si on prend la question dont on a parlé de convocation du corps électoral, il y a des questions qui doivent être discutées avec les partis politiques et tout. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour se dire on peut tenir avant la fin de mars 2024? Aujourd'hui, il faut, pour renouveler la CENI, il faut rassembler l'Assemblée nationale et puis la question est réglée. Et le renouvellement, quand on parle de renouvellement, c'est pas forcément le fait de changer ceux qui sont là. On peut les reconduire. On peut les reconduire. Si on passe à la reconduction, ça règle le problème des CELI et tout. Quand bien même que nous souhaitons que quand même qu'il y a des modifications parce que il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas et qui ne nous rendent pas beaucoup de services. Donc on se dit mais qu'il faut les remplacer. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la question se pose plus par rapport à l'organisation. Aujourd'hui, je pense que si nous disons que de reporter, c'est en fait de mettre encore, je ne sais pas comment le dire, mais il va être question de créer d'autres ennuis, parce qu'au même moment qu'on parle de report, ces mêmes personnes qui parlent de report parlent de légitimité de l'Assemblée et du gouvernement. Oui, c'est ce que je dis, la question est réglée parce que les députés restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau Parlement soit élu. Mais c'est ça je dis. Est-ce que ceux qui parlent de report ont finalement compris que la question est réglée? C'est ça le problème. Même cet article ne dit pas qu'il faut proroger le mandat de ces députés. Non. Ça, c'est dans le mandat, la normalité. Pour dire que dans le cas normal où les députés sont, c'est quand les députés restent, on va voter et ils vont venir. Et c'est dans un délai court. Ça ne veut pas dire qu'il faut proroger le mandat des députés. Ça, quoi, sous le problème qui se pose aujourd'hui, Samuel, je pense que le gouvernement a intérêt à organiser vite pour que ces soubresauts, toutes ces gesticulations arrêtent. Nous, à Clé, c'est ce que nous pensons, que les élections soient organisées rapidement pour que ça s'arrête. Mais quitte au gouvernement de voir les moyens, les possibilités. Alors, mais ce que nous disons à Clé, c'est qu'il organise rapidement. On est quand même dans un pays où, pour certains, le parti au pouvoir se confond au gouvernement et donc en même temps qu'ils sont juges et partis. Est-ce que l'opposition n'est pas un peu désavantagée dans ces conditions? Non, naturellement que l'opposition est déjà désavantagée. Et heureusement que tu viens de le dire, le gouvernement se confond en parti. Et parce qu'il y a aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un sur une question politique. Tout ce qu'il m'a dit, moi là, je dépose où pour le parti. Je ne sais pas quel parti. Il dit, c'est une question, moi je pose pour le parti. Il me disait que les gens déposent, moi je vais déposer, alors que ce n'était pas ma question que je posais. Et en plus de cela, nous avons appris aussi qu'il y a certains membres de l'opposition aussi qui jouent le jeu. On a entendu plutôt que, par exemple, l'augmentation du nombre de députés, c'est que UNIR qui aurait donné le sujet au CAR et au CAR l'aurait introduit. Et même le report actuellement, on a entendu qu'il aurait donné le sujet à UMC et UMC l'aurait introduit. Donc c'est pour dire que on ne sait pas quel jeu en réalité joue l'opposition. Parce que dans un pays où tout est normal, l'opposition doit faire tout pour que les élections aient lieu vite dans son avantage. Parce que plus ça traîne, ça n'aura pas l'opposition. Nous saurons qu'on a changé le quart des députés. Il y aura de nouveaux députés qui viendront de partis. Ça va renforcer l'arsenal juridique aux parlementaires de l'État. Ça va aller. Mais si les mêmes personnes sont là, et moi je vais parler du cas de l'éligibilité, même si cet article, elle peut être traitée, même en droit, quand on prenait 1000 avocats, ils vont donner 1000
1000 interprétations pour le sujet là, mais on n'a pas dit qu'il faut qu'on prolonge, qu'il reste là-bas. On dit seulement qu'une fois que l'élection n'a pas eu lieu, le député reste député, mais on n'a pas dit de prolonger. Donc, il faut éviter les précipitations juridiques comme ça pour qu'on n'aurait pas payé des millions qui auraient pu servir à faire autre chose à des députés qui sont là encore, déjà, qu'on a dépassé. Ça devait normalement avoir lieu novembre ou décembre. Maintenant, on est en janvier. Et plus c'est ça, n'oublions pas que c'est 91 personnes à qui on perd des millions. Et c'est de l'argent, c'est là où il a dit, il y a des incidences économiques aussi. Et ça fait, cet argent pouvait servir autre chose. Ne serait que si c'est la nouvelle classe qui est venue, on comprend, mais les mêmes personnes sont là. Et puis, eux aussi, ils vont entretenir ça, on va mener des sujets jusqu'à ce que ça aille là où ils veulent, parce que ça les arrange. Quand vous êtes là, vous gagnez. Donc moi, je préfère que normalement les élections aient lieu pour que la population se situe et que les gens aient la tête pour que l'année prochaine. Pourquoi du côté de l'opposition aussi, on ne sent plus rien? Il n'y a pas de pression qui est mise sur le gouvernement. Tout le monde est dans l'expectative en train de constater. Non, en fait, ce qui se passe cette année pour cette mandature, c'est que ça a déjà passé. C'est là où... oui, est-ce que justement ce n'est pas à cause de ça aussi qu'il faut que la pression soit mise? Oui, c'est là où... bon, aujourd'hui, vous n'êtes plus de cette magistrature, vous pensez que c'est pas normal. Alors que hier, nous étions dedans et ça a dépassé le délai. On n'avait pas... C'est pas avec... tambour et avec des cris qu'on l'avait fait. Donc maintenant que ça a dépassé, que nous ne sommes pas dedans, nous voulons crier. C'est aussi un peu ce qui s'est passé. Et donc dire que tel parti a donné le sujet à tel parti, moi j'étais au CPC et je vais te surprendre parce que d'ailleurs on était parti pour échange sur les élections couplées et législatives et régionales. Après la présentation de l'audit, c'était les deux sujets. Mais on avait plutôt eu le rapport du rapporteur, qui est le ministre de l'administration territoriale, qui nous avait dit que l'ANC avait écrit au chef de l'État sur le découpage électoral. Le chef de l'État lui a affecté la note et de permettre au CPC de faire une proposition sur le découpage électoral. On avait fait un tour de table et le tour de table a permis au président Paco Madroumvi de constater que tout le monde est pour tout ce qui va être la modification du nombre des députés. Et donc on a demandé à chaque parti d'aller faire une proposition. Il y a l'alliance même, je me rappelle, c'est l'alliance Ensemble qui était le premier à intervenir sur les 117 députés. Ce sont eux qui ont dit, nous avons déjà notre proposition préfet et nous proposons 117 en raison de 117 communes. Et donc c'est ce qui s'est passé, ce n'est même pas le cas. C'est qu'après que le président Daté a intervenu sur le sujet. Il n'avait même pas le sujet, et voyez-vous. Et donc ce n'est qu'après que nous, justement, on s'était dit que c'est un peu trop et qu'il fallait diminuer entre 110 et 111. On ne peut pas prendre 110 parce que, étant donné que ça doit être un nombre impair, ouais. Donc nous pensons que ça doit être quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, et il y a eu des émissaires du cas sur les médias qui ont même demandé à saluer et par rapport à l'intervention. Et même quand je dis que Daté, je n'ai pas dit Daté a dit au niveau du CPC. J'ai dit aurait introduit cette demande au chef de l'État. C'est l'ANC. Est-ce que on va pas trop revenir là-dessus, si vous permettez, parce que au moment où nous parlons, la prochaine assemblée comptera 113 députés, donc ça c'est acté. On va évoluer puisqu'on parle de l'organisation des élections et donc le report éventuel. Aujourd'hui, moi je pense que le report n'arrange pas plutôt le gouvernement, parce que quand vous avez écouté ceux qui prônent le report, ils prônent en même temps une transition. Ils prônent
de dialogue pour trouver un consensus pour aller à une transition. Je ne pense pas que le gouvernement, dans le souci de décrispation de la situation politique au Togo, va vouloir donner d'éléments à son opposition pour pouvoir rentrer dans ce jeu-là. Donc peut-être, il peut y avoir, je dis peut-être, il peut y avoir quelques jours de prolongation, mais dire qu'il y aura report pour une élection générale en 2025, je ne crois pas. Puisque de toute façon, c'est le gouvernement qui a dit premier trimestre, personne ne l'avait forcé, et on constate qu'il y a encore beaucoup à faire avant la fin du premier trimestre pour organiser les élections. Parce que le mandat même, la durée des mandats électifs ne sont même pas harmonisés. Il y a 5 ans, 6 ans. Donc, même si on organisait ça, en 2030, 2031, ça va encore se décaler. Donc, tout ça là n'arrange personne. Le code peut régler ça. Moi, je trouve, comment dire, Samuel, moi, je trouve un peu bizarre que l'opposition fasse une proposition que le gouvernement accepte facilement et qu'il amène ça au Conseil des ministres et puis ce sera acté. C'est-à-dire que... Oui, je l'ai dit, on a déjà passé ça, donc on va pas traîner sur ça à nouveau. Le souci pour les Togolais actuellement, c'est que les élections sont censées permettre le développement, le progrès du pays. Mais moi, je me dis, une fois que la population ne sent pas qu'il y a un débat sérieux autour de ces questions, c'est comme si la classe politique s'est suicidée devant sa responsabilité, parce que ce n'est pas, on ne va pas, d'abord le CPC n'est pas un cadre institutionnel, ce n'est que politique qu'elle a été mise en place. Donc quand on va là-bas, ce n'est pas forcément pour aller dire oui, je ne dis pas qu'il faut dire forcément non, mais il faut quand même rentrer. Moi j'ai entendu que les 117, c'est la raison que chaque commune a un député. Maintenant quand vous revenez à 113, c'est qu'il y a des communes qui n'auront pas de députés. Or, Jerry Tama fait un calcul où il dit qu'on a 39 préfectures fois 2, ça veut dire qu'il se retrouverait à 78. Si on prend 2, donc le mieux seul prendra tout le reste pour se porter au commandant. C'est là où je me dis que la question n'était pas forcément pour députés, même si mon ami Georges dit que c'est pas parce que les autres, puis ils parlaient clairement, d'après moi, je ne vais pas le clair. C'est quand ils étaient là-bas et que ça prolongé, ils n'ont rien dit. Mais là, qui sont pas là, moi, heureusement que d'autres jeunes n'est pas encore là-bas, donc je vois sa position. Mais ce qu'on demande, c'est que il faudrait que les débats soient des débats qui construisent les choses pour qu'on dise que à cause du temps, faut pas faire à cause du temps. Mais moi, je trouve que c'est trop facile que aussitôt vous amenez le gouvernement, même qui annonce que les choses doivent avoir lieu dans le trimestre, le gouvernement acte. Or, le gouvernement n'avait pas mis sur le tapis les 117 au début. Ça, avant que le président ne parle, le président n'avait pas fait cas d'augmentation du nombre de députés. Et aussitôt, vous allez au CPC et on introduit, c'est passé. C'est ça le problème. On a fait le tour des sujets, le temps est parti. Merci beaucoup, Georges Hérault, d'être passé. Merci à Cléso Esso, débat intéressant. On va rendre l'antenne. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7 de ce samedi 3 février 2024. On se retrouve le samedi prochain.